Vous êtes enfin avec nous, Michel Salovkos, et merci. Michel, vous êtes philosophe, vous êtes prospectiviste, et vous êtes à l'origine, entre autres, des universités intégrales. Vous êtes venu aussi, tout au cours de cette année, nous parler d'un projet que vous avez initié, et qui a pour nom Planète du troisième millénaire. Voilà, donc vous avez laissé annoncer ce projet d'ailleurs à ce même micro, et on va faire le point ce matin. Donc effectivement, merci Florence d'avoir organisé cette petite émission de radio. Donc je rappelle l'idée d'origine. L'idée d'origine, c'est qu'on ne construit bien, on ne crée bien que lorsqu'on a une vision claire de ce qu'on veut créer. Aujourd'hui, on sent bien qu'au-delà du déni ou du catastrophisme, l'important est d'avoir une vision claire de la planète qu'on veut construire. Et pour la première fois, l'humanité a la chance extraordinaire de pouvoir designer la planète, ou, et ça va avec, la détruire. Donc il nous a semblé tout à fait important de réunir des hommes de bonne volonté pour réfléchir à qu'est-ce que pourrait être une planète durable. Comment donner une vision positive de la planète à long terme et qui fasse que les jeunes puissent vivre tout simplement. Et en fait, c'est les jeunes les plus brillants qui se suicident, parce que c'est aussi les plus à même de comprendre la situation dans laquelle nous sommes et le manque d'espoir. Parce que, effectivement, si nous continuons toutes choses étant par ailleurs égales, business as usual, le scénario business comme as usual nous amène dans un enfer. Manque d'eau, planète qui se réchauffe, destruction de millions de la biodiversité, destruction de l'homme, etc. etc. Hubert Reeves, qui est un des plus grands scientifiques de notre époque, le disait. Dans les années 70, c'était de la prospective. Aujourd'hui, c'est de l'actualité. Le climat se réchauffe, la mer monte, les glaciers fondent, les espèces migrent, les abeilles disparaissent. On commence à voir tout à fait le début, et en plus ce n'est que le début, de ce phénomène de destruction massive. C'est un scénario catastrophe en même temps, et souvent c'est trop catastrophique pour... beaucoup dénient le problème. Il y a un problème de déni qui est très... En fait, il y a trois paradoxes qu'on voit tout de suite. Le premier paradoxe, on pourrait dire que c'est un paradoxe temporel. C'est que même si ce qui est en train de se jouer, c'est tout simplement la survie de l'humanité, eh bien ça n'intéresse personne. On s'en rend bien compte. Pourquoi ça n'intéresse personne? Parce que c'est le paradoxe temporel, parce que les gens pensent que c'est les autres, c'est les générations futures. Et donc, ils ne comprennent pas du tout que le problème, c'est que ces générations futures dépendent de ce qu'on fait ici et maintenant. C'est-à-dire que, pour la première fois, localement et à court terme, nous sommes responsables de ce qui va se passer à long terme et planétairement. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Ils ne voient pas comment une catastrophe qui va s'opérer dans 10 ans, parce que maintenant c'est plus 30 ans, c'est dans 10 ans, les concerne, eux, à court terme et localement. Donc ils continuent. Alors, évidemment, c'est vrai pour la population la plus générale, mais d'une manière encore plus étonnante, malgré tout, c'est vrai pour le chef d'entreprise qui vous dit, bah, moi, dans 10 ans, qu'est-ce que vous voulez, je ne sais pas où je serai à la retraite, c'est plus mon sujet, etc. Je dois gagner de l'argent, je suis déjà en difficulté, qu'est-ce que vous voulez que je prenne en compte? Le futur de la planète, c'est vraiment trop compliqué pour moi. L'homme politique, il doit se faire réélire, son horizon c'est 2 ans. Aller annoncer ces sujets, évidemment c'est la meilleure manière de ne pas se faire élire. Donc si vous voulez, vous avez une sorte de situation comme ça qui fait que personne ne veut s'en occuper, parce que personne n'y a intérêt, vous voyez. La planète à long terme n'intéresse personne. Voilà. Et alors, aussi, les gens ne comprennent pas du tout que depuis des millénaires, ils vivent tout à fait tranquillement, on ne leur a jamais posé de questions. Et brusquement qu'on leur dise que maintenant, à court terme et localement, ils sont responsables globalement et planétairement, et à long terme, et que leur action qu'ils posent maintenant, parce que c'est ça qui est terrible, va avoir un effet quelconque sur le futur, ça c'est du jamais vu, donc ils n'y croient pas. Bon. Donc si vous voulez, ce premier paradoxe temporel évident. Alors après, il y a un deuxième paradoxe, c'est le paradoxe spatial, c'est effectivement cette situation tout à fait nouvelle, on est passé de 1 milliard à 6 milliards, et donc 6 milliards d'êtres humains, localement, vont avoir un effet global.
Donc il y a aussi ce collapse entre le local, enfin, le global qui devient local et le local qui devient global. Et là aussi c'est pareil, les gens sont perdus, parce que d'abord ils perdent pied dans le local, parce que le local est envahi par le global. Vous ne pouvez plus choisir ce que vous mangez, parce que c'est multinational, ou bientôt vous ne pouvez même plus semer ce que vous voulez semer, parce que c'est les multinationales planétaires qui maîtrisent les semences. Et donc ils se sentent dépossédés de leur destin, et d'un autre côté on va leur demander de s'occuper du global, alors que même localement ils n'ont plus le droit de rien faire, qu'ils se sentent empêchés, etc. Donc c'est complètement déprimant. Les deux paradoxes les dépriment complètement. Et puis enfin le troisième paradoxe, c'est qu'on voit bien de plus en plus clairement, et c'est peut-être le plus profond et le plus passionnant, que c'est pas avec des idées d'autrefois, d'hier, c'est pas avec la mécanique, c'est pas avec la science classique, c'est pas avec les techniques classiques, c'est pas avec l'approche économique classique qu'on va résoudre les problèmes auxquels on est affronté. Ça demande une nouvelle manière de penser. Et là, on est encore une fois dans une sorte de paradoxe, parce que comme le monde va de plus en plus vite, tout le monde se précipite sur du prêt à penser. Voilà un peu les trois paradoxes qui ressortent de cette première année de recherche. Alors, justement, vous, dans ce projet que vous avez initié, Planète du troisième millénaire, vous réfléchissez aux solutions et peut-être essentiellement à cette question centrale qui est la question de l'énergie. Oui, tout à fait. Alors, on a commencé, pour des tas de raisons, notre recherche par la question de l'énergie. Alors, première bonne nouvelle, pour tout ce qui est immobilier, pour tout ce qui est en fait immobile, la maison, etc., les usines, etc., on voit bien que la question de l'énergie est en cours, on voit bien les solutions apparaître. D'une part parce qu'on s'aperçoit qu'on peut beaucoup plus utiliser de gaz qu'on ne pensait, donc là il y a des réserves de gaz considérables, qu'il y a des gaz auxquels on n'avait pas accès avant, qu'on va pouvoir utiliser, etc. Donc il y a, au niveau de l'habitat, on s'aperçoit qu'on peut non seulement faire des maisons qui ne consomment pas d'énergie ou à très faible énergie, mais même qui produisent de l'énergie. Et au même moment, grâce à l'informatique, on peut avoir des réseaux électriques intelligents, ce qu'on appelle les smart grids, qui fait que un utilisateur peut à la fois consommer de l'énergie qu'il en a besoin, mais aussi en revendre quand il en a en trop. Et à ce moment-là, ça crée une plasticité du réseau beaucoup plus. Ça fait des réseaux d'énergie intelligentes, et on voit bien que là, on arrive à des solutions beaucoup plus intelligentes, avec beaucoup moins de consommation, avec une consommation beaucoup plus répartie, et avec éventuellement des millions de producteurs locaux qui sont plus ou moins autonomes. Donc vous voyez, à ce moment-là, on a quelque chose de beaucoup plus plastique, intelligent que tout ce qu'on a eu, et on voit que les solutions apparaissent et même créent un nouveau contexte beaucoup plus favorable qu'avant. Ça, c'est pour ce qui est de l'immobilier. Le deuxième aspect, mais qui est beaucoup plus délicat, c'est le mobile, c'est-à-dire les avions, les voitures. Là, on a un vrai problème d'énergie, puisqu'on n'a pas tellement d'énergie de substitution. Alors, on a évidemment la solution évidente, c'est l'alcool, mais l'alcool, on l'a produit en prenant des terres à l'alimentation. Or, on est déjà en crise alimentaire. Mais on voit apparaître des solutions tout à fait innovantes et intéressantes. Un peu, sans doute, la solution, par exemple, pour l'automobile, c'est l'électrique, mais c'est l'électrique avec induction. C'est-à-dire que plutôt que de mettre des tonnes, des milliers de kilos de batterie dans une voiture, le mieux, c'est de transmettre l'énergie directement par induction à la voiture à travers la route. Voilà par exemple des choses qui sont en train d'apparaître et qui pourraient transformer complètement notre manière d'envisager la mobilité. Voilà, alors là c'est passionnant parce que d'une part on se rend compte de difficultés, de paradoxes qu'il va falloir surmonter, mais en même temps on voit apparaître des solutions, et chaque fois que des nouvelles solutions apparaissent comme ça, ça redonne envie de vivre, ça redonne envie d'avancer, parce qu'on est de nouveau sur un chemin favorable. Voilà. Ben, merci Michel, parce que vous avez parlé de ce projet de planète du troisième millénaire, vous avez fait la synthèse de ce qui s'est passé tout au cours de cette année. On voit que ça va se poursuivre bien sûr l'année prochaine, certainement aussi peut-être avec un ouvrage qui sera publié à l'issue de toutes ces réflexions.